Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, découverte des appartements des intendants du roi Louis XV à l'hôtel de la Marine. Suivez le guide. Marion Mailander mixe les matériaux pour rendre les espaces plus beaux. Hôtel ou projet de particulier, voici son parcours. Puissante et audacieuse, la femme Yves Saint Laurent est sublimée par le directeur artistique Anthony Vaccarello dans En Mode. Tapisserie, tapis ou tissus délicats, les ateliers Bobin Tradition dépoussièrent la restauration textile dans le geste. Et juste avant de rencontrer l'architecte d'intérieur Marion Mailander, tout de suite, point de vue. L'art contemporain peut parfois paraître un peu étrange et questionnant. En 2019, une œuvre signée par l'italien Maurizio Cattelan est présentée à l'Art Basel Miami par la galerie Perrotin. L'œuvre en question, une banane accrochée au mur par un morceau d'adhésif gris. Et si cela vous amuse plus que cela ne touche votre fibre artistique, sachez que cette pièce a été vendue par la galerie pour la modique somme de 120 000 $. Vous ne regarderez plus jamais les fruits pareils. Lorsqu'une écrivaine et éthologue rencontre un ingénieur papier, cela donne de superbes ouvrages, ici édités par La Martinière. Le livre Pop-up Forêt nous immerge dans un monde en 3 dimensions grâce à un système de flaps qui se déplie. Survol de la canopée, découverte des secrets des arbres et de leur réseau, ou rencontre avec le peuple Korowai. Si cette œuvre s'adresse aux enfants, elle ne manque pas d'enchanter les plus grands. Une découverte à faire ensemble à la manière d'un voyage initiatique. La cafetière italienne, c'est l'histoire d'une révolution signée Bialetti, un ingénieur de la botte qui développe durant les années 30 un objet fonctionnant grâce à un système d'eau sous pression et permettant la réalisation d'un café parfumé. Plus tard, c'est son fils qui reprendra le flambeau, ajoutant la silhouette bien connue d'un personnage à moustache et chapeau. Juste avant le décès du fondateur, ce dernier demandera à être incinéré et à ce que l'on place ses cendres dans une de ses cafetières, une idée corsée. L'hôtel de la Marine est un endroit emblématique du patrimoine français à 2 pas de la Concorde, découverte d'un lieu aux 1001 vies. La serviette est encore sur la chaise, les couverts sont en désordre, les tables aussi. On entre dans les appartements d'intendant avec ses convives. Quand Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray va s'installer ici en 1784, c'est le 2e intendant à occuper la fonction ici à garde-meuble de la Couronne, il va véritablement installer la salle à manger. Une plongée quotidienne dans la vie des intendants du XVIIIe, c'est l'expérience que propose l'hôtel de la Marine, situé sur la majestueuse place de la Concorde, en plein cœur du 8e arrondissement de Paris. Le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui est d'abord conçu pour être le garde-meuble de la Couronne. Cette administration qui est chargée de meubler les résidences royales va enfin avoir un bâtiment à sa mesure avec des entrepôts, des ateliers, des cours dans lesquels les carrosses, les chariots vont pouvoir entrer. Donc c'est la première destination de ce bâtiment. C'est Pierre-Élisabeth de Fontagneux qui investira les lieux à partir de 1777, succédé par Thierry de la Ville-d'Avray jusqu'à la Révolution de 1789. Un véritable voyage dans le temps pour le public tout au long de la visite. On entre ici dans les appartements privés de Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray, en commençant par l'antichambre et ce parquet extraordinaire pour une antichambre, pour une pièce, c'est totalement atypique. Autre particularité pour cette antichambre, ce mur qui cache en fait un escalier de service et aussi la chambre du valet particulier de l'intendant qui s'installait juste dans l'entresol là-haut à disposition immédiate de son maître. Outre l'importance de la domesticité, ces déambulations entre espaces publics et privés nous en apprennent davantage sur la vie parisienne sous Louis XV. Alors que quelques touches de modernité font leur apparition, comme c'est le cas dans cette intime chambre des bains. Elle est entresolée, base de plafond pour être plus facile à chauffer. Le plafond qui lui-même est en pente et en fait qui cachait les 2 réservoirs d'eau chaude et d'eau froide, de sorte que à la baignoire, on pouvait avoir l'eau qui arrivait directement au robinet. 2 alcôves, une qui cache la baignoire, l'autre un sofa dans lequel on pouvait se reposer. C'était la
la consigne des médecins de se dire on prend des bains certes, mais il faut se reposer ensuite après avoir pris son bain. Dans cette pièce, comme dans d'autres, on diffuse des parfums qui ont été créés par Chantal Sagnier, qui sont des évocations de parfums XVIIIe siècle, si bien qu'on a aussi l'impression de passer là après l'heure du bain de l'intendant. Autre pièce phare de la visite, le cabinet des glaces et son éclairage mystérieux qui nous révèle un monde exotique. Elle a d'ailleurs été conçue pour rester volets clos et portes fermées. On est juste à côté de la chambre du premier intendant, Pierre-Élisabeth de Fontagneux, qui fait aménager cet espace-là, avec des glaces tout autour. C'est un libertin, on imagine l'usage galant qu'il pouvait faire de cet espace. Dans les parties peintes, on voit des femmes qui étaient dénudées, enfin, c'était le motif original. Et puis quand le deuxième intendant arrive, lui est marié, et donc il fait rhabiller les femmes nues et transformer certains en poupins qui du coup ont des formes très allongées. Et enfin, détail sublime ici, c'est vraiment cette petite frise sculptée sur du bois, et c'est bijou de précision. Après la Révolution, le garde-meuble de la Couronne fut réquisitionné par le ministère de la Marine qui l'occupera jusqu'en 2015. Le Centre des Monuments Nationaux va alors lancer un long chantier de rénovation qui va durer 5 ans. On va ainsi reconstituer minutieusement certains détails d'époque et retirer parfois jusqu'à 10 couches de peinture. Ça a été la bonne surprise de la restauration. On a retrouvé les couleurs, les peintures d'origine, et c'est le choix qui a été fait, non pas de repeindre, mais voyez, la patine 18e est là, et on retrouve les couleurs d'origine qui ont été protégées par les couches de peinture successives. C'est ça qui donne l'ambiance aussi dans ces appartements. Une mise en scène soignée par les décorateurs qui ont même retrouvé certains objets d'époque prêtés par les familles des intendants, grâce auxquels l'hôtel de la Marine est désormais figé dans le temps. L'architecte d'intérieur Marion Mailander crée des espaces où elle mélange touches d'humour et matériaux atypiques. Voici son portrait. Plusieurs appartements dans une ville, on commence à connaître bien les quartiers, ce qu'il y a autour, on rencontre les gens, on rencontre des lieux différents, on ouvre des portes, ça c'est intéressant. Et c'est entre Paris et Marseille que Marion Mailander ouvre ses différentes portes. Originaire de Marseille, elle s'est formée à l'école Boulle de Paris avant de créer son agence d'architecture d'intérieur et de design. Elle jongle maintenant entre les deux grandes villes, entre projets pour des hôtels, restaurants et pour des particuliers. Quand c'est des particuliers, par exemple, c'est un projet de vie, donc ils ont vraiment une envie, ils ont trouvé un endroit qui leur plaît, avec des volumes qui sont peut-être pas forcément cohérents avec leur mode de vie. Donc on parle de tout ça, on parle de programmation, de façon de vivre, de façon d'utiliser l'espace, etc. Donc ça c'est presque une des parties qui me plaît le plus parce qu'on prend le plan, on le manipule, c'est du volume, c'est de la géométrie, c'est de l'espace et ça me plaît bien. Tout projet commence autour d'un plan et de plusieurs échantillons de matériaux. C'est là que Marion déploie toute sa créativité. La boîte de matériaux et la planche de matériaux, c'est un élément essentiel du projet parce que les 3D, moi je ne fais pas beaucoup de 3D réaliste parce que je trouve que ça bloque la réflexion du client et il va se dire « Ah oui, mais moi j'aime pas la chaise bleue ». Mais alors qu'aujourd'hui c'est pas du tout le sujet puisqu'on est en train de choisir un sol, on est en train de choisir une finition de mur, etc. Donc moi je préfère avoir des maquettes, en fait c'est comme une maquette en blanc, ces petites 3D. Le fait d'avoir les matériaux à côté, l'association d'idées se fait dans la tête du client. Et comme ça, on peut monter le projet avec les vraies matières, toucher les textures, etc. Pour répondre aux projets de vie de ses clients, Marion n'hésite pas à réemployer des matériaux quand c'est possible, mais aussi à en valoriser d'autres. J'utilise pas forcément des marbres, des laietons et des matériaux très riches, mais j'aime bien les matériaux pauvres parce que aussi je suis assez inspirée par la ville et par le mobilier urbain, tous ces éléments-là me touchent, les grilles, les portes, tout ce qui est autour de moi dans la ville m'inspire pas mal et du coup j'essaye de le faire rentrer à l'intérieur, donc parfois je décale les choses, les matériaux de l'extérieur à l'intérieur et vice-versa. La ville, c'est son terrain de jeu et d'inspiration et lorsqu'elle est à Paris, c'est avec Thomas qu'elle collabore depuis 3 ans.
Marion, elle a mis en place un cadre qui est assez précis et assez rigoureux, ce qui fait qu'on a une grille un peu tracée, mais qui nous permet d'évoluer et de partir dans différents axes de création. C'est un peu ce cadre qui fait qu'on a une rigueur de travail qui nous permet d'aller plus loin, je pense, dans la création et la recherche. Ah oui, parce que quand on est rigoureux et que les choses sont finalement bien cadrées, bien dessinées, on peut avoir ce temps-là pour faire le pas de côté qui est nécessaire. Voilà. Mais pour faire des choses fun, il faut beaucoup de rigueur. Quand rigueur et fantaisie s'associent à une clientèle qui laisse une grande liberté, ça donne par exemple un bar à huîtres à 2 pas de Pigalle qui donne l'impression d'être sous une vague. On se trouve chez Citron et Huîtres, un bar à huîtres à côté de l'hôtel Rochechouart à Pigalle. Citron et Huîtres, c'est le titre d'un tableau de Renoir qui habitait dans l'immeuble à l'époque, voilà, qu'on a saisi au vol. Donc moi j'ai pris comme référence les écaillés tout simplement qui se trouvent devant toutes les brasseries parisiennes. Ici, elle a fait naître un comptoir en inox pour servir les huîtres, un sol engrais cérame disposé en mosaïque, le tout dans un décor bleu d'un cyanotype géant qu'elle n'oublie pas de protéger. Là, cette œuvre, il fallait bien l'insérer dans un projet d'architecture, finir les endroits où il faut protéger, les endroits où l'œuvre peut être abîmée, les endroits où les clients peuvent passer plus qu'à d'autres endroits. Donc là, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est les bandes de champ de placo qu'on utilise, mais qui après sont recouvertes d'enduit et que nous, on a utilisé pour protéger les angles de la fresque. Puis après, il y a toujours des petits clins d'œil de décalage un petit peu absurdes, comme cette poignée en forme d'huître qu'on a sculptée et coulée en bronze. L'inventivité de Marion passe aussi par des objets de design, des vases en marbre en forme de sac à main ou encore des lampes en matériaux de chantier. Elle explore et met en valeur le défaut pour créer de nouvelles choses. Bonjour Marion. Bonjour. Vous dites de vous-même que vous avez un côté intuitif dans votre approche des projets. Ça se traduit comment concrètement ? Un certain éclectisme ou encore un côté surprise peut-être ? Oui, il y a ça, il y a surprendre et me surprendre moi-même, hein, parce que quand j'arrive à un projet, j'ai parfois des idées arrêtées, puis je remets tout à plat, je remets en question sans cesse le projet jusqu'à ce qu'il démarre. Donc voilà. Mais l'intuition, c'est surtout une intuition dans les volumes aussi, quand on arrive quelque part et qu'on sent que il faut déplacer une cloison, refermer un endroit, créer un point de vue. C'est là où l'intuition, dans le volume, je pense que c'est à ce niveau-là que ça se situe. L'intuition, vous l'avez beaucoup fait jouer à l'hôtel Tuba, hein, une grande aventure. Oui. Comment ça a débuté ? C'est une histoire de copains. C'est une histoire de copains. Un de mes cousins et un de mes amis qui découvrent cet endroit, qui était un club de plongée abandonné. Et qui me disent, voilà, on a trouvé ce lieu, on va faire un hôtel, on va faire un truc californien, on va appeler ça The Bungalows. J'ai dit, par contre là, les gars, je ne vais pas vous suivre du tout là-dessus. Ouais. Mais si vous voulez, je le fais avec vous, mais moi, je m'occupe de la direction artistique et vous occupez d'organiser tout le reste. J'ai écrit un peu l'histoire, voilà, je leur ai dit, c'est un centre de plongée, on va appeler ça, si vous voulez, je sais pas moi, Palme ou Tuba. Oui. Donc voilà, Tuba, c'est devenu le fil conducteur. Et puis après, moi, j'ai fabriqué là-bas tout ce que j'aimais enfant et qui me manquait et que je connaissais plus. Une forme de simplicité, un peu d'humour, beaucoup de fraîcheur. Marcher pieds nus, aller s'acheter des glaces sur un petit bar en Canis, marcher pieds nus sur les rochers et profiter. La vie rêvée marseillaise. Voilà. Réaliser un hôtel, c'est forcément beaucoup plus de liberté qu'un particulier, j'imagine. On peut se permettre plus de choses parce que c'est pas un endroit dans lequel on vit, donc on peut forcer sur les couleurs, on peut forcer sur les matières. Oui, on a plus de liberté. On crée une espèce d'histoire. On est obligé de raconter quelque chose qui n'appartient à personne. Alors que quand on fait une maison pour des particuliers, tout de suite, on rentre dans leur histoire, on rentre dans leur vie. C'est très intime de faire l'appartement de quelqu'un. On ne se rend pas compte comme ça, mais on rentre vraiment, vraiment dans des sujets très personnels. Donc c'est vraiment du sur-mesure chaque fois. C'est du sur-mesure toujours. Je suis spécialisée dans aucun type de projet. Et ce qui m'excite, c'est le projet. Votre métier, Marion, est fait de rencontres.
pour la plupart, et celle avec Amélie Pichard, la créatrice de chaussures, était marquante, je pense. Oui. Moi, je dois attirer les esprits créatifs, je pense, oui. Et Amélie en fait partie. Donc, elle m'a raconté tout ce qu'elle voulait mettre dans sa boutique. Elle voulait mettre un bar, elle voulait mettre une chambre, elle voulait mettre une boutique, elle voulait mettre machin. Je dis, bon, ça fait 30 mètres carrés, on va essayer de prioriser. Donc, on a fait une boutique ensemble qui est comme si on rentrait dans sa chambre. Avec les placards ouverts, avec un lit au fond sur lequel on s'assoit pour essayer les chaussures. Et elle a aussi beaucoup de références des années 70, 80, un peu glamour, un peu, et puis un peu pop, voilà, ce qui me plaît moi aussi beaucoup. L'appartement où on se trouve aujourd'hui, vous l'avez refait aussi entièrement. Maintenant dans un genre très différent. Et vous y allez même jusqu'à l'achat d'art. Vous achetez les œuvres pour vos clients. En fait, c'est un service très complet que vous leur offrez. Oui, parce que parfois, donc, les clients ont déjà une petite collection et puis la font évoluer en déménageant. Donc c'est pour ça qu'on va aussi parfois jusqu'à l'achat de mobilier. Souvent, l'achat d'art un peu moins, mais ouais, c'est assez complet comme mission. Bon, peut-être parce que j'aime ça, parce qu'il y a peut-être d'autres archis qui aiment moins ça et qui laissent plus la place aux clients pour ça. Moi, c'est vrai qu'ils me demandent. Merci beaucoup, Marion. Merci. Anthony Vaccarello revient à l'essence de la femme Saint-Laurent et réaffirme la singularité de la maison. C'est en mode. Elle marche d'un pas décidé, talons aiguilles battant sur un tapis marbré à la lumière de chandeliers somptueux. C'est bien sûr la femme Saint-Laurent. Imperturbable dans l'allure, elle est puissante et audacieuse. Une figure légendaire devenue l'archétype de la femme libre à la française. Mais quel message délivre-t-elle à notre époque ? Au fil du temps, la femme Saint-Laurent a été bien des choses. Électrique, artistique, masculine ou bohème, elle envoyait valser les codes du vêtement conventionnel, ouvrant la voie à une mode féminine décomplexée qui mêle le vestiaire masculin à une coquetterie assumée. Mais une fois toutes ces portes ouvertes, comment la réinventer à nouveau ? Pour l'hiver 2023, le directeur artistique Anthony Vaccarello réaffirme sa pertinence en revenant à l'essence même de la maison, l'élégance comme un manifeste, un parti pris presque provocateur. À l'heure où la mode est immédiate, bruyante et cherche à tout prix le renouvellement, bâtir une collection entière sur des blazers et des jupes crayons est presque un geste radical qui en dit long sur la vision du créateur lorsqu'il s'agit de réfléchir à l'héritage de Saint-Laurent. Au-delà des vêtements, c'est la démarche elle-même qui prend l'époque à contresens. Sous l'œil de Vaccarello, le tailleur-jupe, aujourd'hui presque désuet, dessine une nouvelle silhouette. Les épaules sont monumentales, les cuirs puissants, les lavalières se prolongent comme des traînes. On pense à la toute fin des années 80 et ses volumes exagérés, tout en jambes et en carrure. Mais plutôt que la subversion exigée de nos jours, c'est la précision des lignes qui parle. La collection défile dans un décor qui rappelle le salon impérial de l'hôtel Intercontinental où Yves Saint-Laurent a longtemps présenté ses collections couture. Un cadre intime, respectueux du vêtement, propice à observer la longueur d'une jupe, le tombé d'un tissu ou la hauteur d'un talon. Anthony Vaccarello affirme ici toute la force du discours Saint-Laurent. En osant la tenue monomaniaque et le minimalisme des matières et des couleurs, il nous rappelle que la maison n'a pas besoin de jouer la course au renouveau ou à la visibilité, puisqu'elle a défini les bases mêmes de la mode contemporaine. Ce que la femme Saint-Laurent nous raconte aujourd'hui, c'est finalement son intemporalité. Une silhouette toujours aussi identifiable par sa puissance, mais surtout un vestiaire pensé en liberté totale, peu importe les codes de l'époque.
Comme pour rappeler que sans elle, les autres n'existeraient pas et que ses épaules généreuses portent à elles seules tout un chapitre de l'histoire. Nettoyage, conservation et restauration, les ateliers Bobin Tradition font la part belle aux textiles qui ont du vécu. Un savoir exceptionnel et précieux. Je considère que notre travail s'apparente à celui d'un chirurgien. On ne traite pas des corps malades, on traite des objets, des œuvres d'art malades qui ont souffert. On fait, dans les limites de nos connaissances actuelles, tout notre possible pour que tout ce patrimoine soit transmis aux générations futures et plus que futures. La renommée des ateliers de restauration textile Bobin n'est plus à faire. Créée en 1906, cette entreprise de battage de tapis à l'origine est désormais la dernière entreprise parisienne existante capable de remettre en l'état des pièces monumentales. On adapte nos techniques de restauration au matériel sur lequel nous travaillons. On n'utilise pas les mêmes techniques pour des tapisseries en laine, en soie, pour des tentures en soie avec des broderies appliquées. C'est la nature du textile qui nous conduit à avoir des techniques et à adopter des techniques différentes. Tapis, tapisserie, tenture ou costume délicat, aucune forme de textile n'est laissée de côté. L'atelier a fait sa réputation en travaillant à la fois pour des institutions prestigieuses comme l'Élysée, Matignon ou le château de Versailles ou encore des particuliers. Peu importe leur valeur, tout commence par la phase de nettoyage. En restauration textile, toutes les étapes sont délicates parce que dans notre esprit, on respecte la pièce qu'on nous confie. On les observe, on a la connaissance et on voit bien celles où il faut porter un petit peu plus d'attention pour détacher minutieusement avant de procéder au nettoyage, celles qui ne sont pas trop sales, où on peut dépoussiérer et nettoyer de façon plus classique. Sans cette étape essentielle, pas de restauration possible. C'est ensuite entre les mains expertes de ces artisans que les trous et les déchirures font place nette. Et pour chaque professionnel, sa spécialité. Alors sur ce tapis, tu vois, il y a une petite... Mohammad, lui, est expert en tapis. D'origine afghane, il a appris toutes les techniques en Iran, puis en Turquie, avant de rejoindre l'atelier. Ici, nous allons refaire une des extrémités, le point d'arrêt de cette extrémité, puisqu'il y a une petite partie, enfin plusieurs zones, dans lesquelles la ligne de point d'arrêt est cassée. Donc le tapis, sur cette zone, et c'est là-dessus, là, commence à partir. C'est une petite intervention, mais qu'il faut prendre à temps pour éviter que ça fasse de gros dégâts sur le tapis après. Mohamed, à toi ? Oui, je commence. Et les tapis du monde entier, aux envergures hors normes pouvant atteindre les 40 mètres carrés, côtoient dans l'atelier d'autres textiles plus délicats et précieux. Nathalie est une véritable orfèvre, maîtrisant la soie et autres broderies, exigeant une grande précision. J'utilise des pinces de dentiste, les aiguilles ophtalmologiques, les épingles, ça c'est des épingles d'entomologistes pour les insectes, mais comme elles sont très fines, en fait, pour nous c'est vraiment une bénédiction. Et ce que j'aime dans le textile, en particulier par rapport à la tapisserie, c'est que j'aime la complexité en fait. Plus c'est compliqué, plus ça me plaît. Des centaines de bobines de fil de toutes les couleurs sont nécessaires pour travailler sur les tapisseries. Chaque jour, Fatima assemble des tissus de soutien à l'arrière lorsque le dessin ou la couleur ont disparu grâce au fameux point de Boulogne. L'aiguille, je pousse comme ça. Je l'attrape avec la gauche. La gauche visible et la main droite cachée. C'est simple. Visible, caché. Un vrai jeu d'enfant pour Fatima et ses 20 ans d'expérience qui demandent une habileté et une endurance inégalables. C'est vraiment un travail très très minutieux. Et sur celle-ci, j'ai pour 80 heures. Et ça, à côté d'autres tapisseries, c'est rien. Un métier où la patience est indispensable. Il le faut, oui. Sinon, il faut peut-être changer de métier. Cet amour de la matière et l'humilité qui caractérise ses petites mains au service de grandes œuvres permettent ainsi à ce patrimoine exceptionnel de traverser les années futures.
Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!